Et on fera aussi un focus sur les messages avec une start-up issue de la Climate House justement qui sera présente. Et évidemment, tout ceci va être perlé d'un sujet qui va osciller entre impact négatif, impact positif, risque, opportunité. Voilà, donc je vous propose de faire peut-être déjà un petit tour de table des intervenants. Donc vous êtes bien tous dans le textile régénératif. Voilà, table ronde qui va durer 1 heure. Alors, on va peut-être commencer par, dans l'ordre pas chronologique, par Delphine, peut-être, si tu peux te présenter. Donc Delphine, fondatrice de la Belle Empreinte, qui est une entreprise qui accompagne des marques et des fabricants d'objets vers, du textile qui régénère, on va dire. Ok, super. Guillaume, Oui, est-ce que vous m'entendez là? oui, c'est bon. Super. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Cugnot, moi je suis le fondateur d'une jeune marque de vêtements revalorisée et militante qui s'appelle 3.5. Et pardonnez-moi, j'ai des petits soucis de d'ordinateur, donc je suis passé sur mon téléphone. J'espère que ça fonctionnera quand même. Ça marche très bien, merci à toi. Une marque un peu moins jeune, Royal Maire, mais avec des gens très jeunes d'esprit, Hervé Coulombelle, le président notamment, qui est présent avec nous et on Exactement. remercie. Oui, bonjour à tous. Donc moi je dirige Royal Maire, qui est une société qui existe depuis 1946 et que j'ai reprise il y a 9 ans. Nous sommes spécialisés dans le tricotage et la confection d'articles prêt-à-porter à mailles, des pulls pour faire simple, et plutôt des pulls marins. Voilà. Et nous avons engagé la marque depuis quelques mois à supprimer toutes les matières synthétiques, plastiques, etc. de nos collections à compter de 2026 et on fait des pulls garantis à vie. On va en reparler juste après. Olivier Ségard, de la maison quasiment du même nom. Oui, Olivier Segard, je suis dirigeant de Segard Mézurel, une entreprise de négoce de laine, pour faire simple. On est installé à Tourcoing, dans le Nord, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Australie, en Belgique. Et voilà, je vais vous parler d'agriculture régénératrice en milieu semi-aride. Ok, merci. Alors, je vais faire une petite introduction. Donc, moi-même, je travaille depuis 25 ans ou plus dans l'éco-conception et depuis 5 ans notamment dans la mode avec les fédérations professionnelles sur ces questions d'affichage environnemental. Alors, on a commencé à évoquer le sujet du mouton, mais il n'y aura pas que la laine au menu. On voit bien que c'est un sujet intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est naturellement durable, naturellement régène. Et quand on voit évidemment les projets qui avaient été lancés il y a quelques années, on avait des petits soucis évidemment sur cette notation si on regarde évidemment les projets d'affichage de l'époque. Alors, ça a changé depuis. Mais effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est comment concevoir avec le vivant, puisque c'est un peu la démarche globale que l'on a dans ces journées des lauriers de la régénération. Et c'est un sujet qui nous interroge, puisque dans le slide précédent, vous avez vu des impacts négatifs qui étaient remontés, mais évidemment aucune prise en compte des impacts positifs. Et c'est un vrai sujet. On est effectivement dans cette approche d'éco-conception, de visée ou de régénération. On voit bien que le régène pose question, hein, puisque quand on regarde toutes les réglementations en cours, toutes les normes ISO aujourd'hui, cette allégation, qui est une allégation comme une autre, hein, pourrait passer pour vague et trompeuse. Et on a bien effectivement cette volonté de documenter. Alors aujourd'hui, dans la littérature des fédérations professionnelles, des experts, on note, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau sur le coton, on note les systèmes évidemment qui sont regen, bio, etc. par rapport à des critères d'accréditation, de traçabilité, de statut, etc., etc., de gestion des plaintes. Donc on peut trouver énormément dans la littérature de systèmes plus ou moins regen et plus ou moins bien notés. Ce qui est intéressant, c'est de voir, là je suis allé en Tasmanie, mais heureusement par les voies de Google, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, des démarches de quantification et d'identification de ces indicateurs regen arrivent sur les pratiques notamment de la laine. C'est un peu l'objet d'ailleurs du livre blanc sur lequel on travaille avec une vingtaine d'experts et des entreprises. Et l'idée, c'est évidemment de travailler sur ces indicateurs positifs qui aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai envie de dire étonnamment, n'étaient pas remontés dans l'équation qui donne effectivement des calculs. Donc on a bien cette approche environnementale, sociale, économique à travailler avec tous ces éléments vraiment sur la chaîne de valeur à remonter.
Alors, je vous ai parlé de ce GT à la Climate House. Effectivement, on est parti de quel point de départ? Ben, un point de départ que j'ai entendu il y a encore 10 minutes dans une autre table ronde, évidemment, l'AFNOR Spec sur l'économie à visée régénérative, qui a été publié il y a 6 mois. Et un autre texte qui va être publié dans 15 jours, il y aura une présentation officielle par AFNOR le 8 juillet, c'est la fameuse méthode d'éco-conception qui peut justifier de l'allégation issue d'une démarche d'éco-conception. Ça va être une norme extrêmement structurante, puisqu'en fait, on va enfin disposer d'un rapport qui va pouvoir être le rapport générique des démarches d'éco-conception pour toutes les entreprises. Et dans ce cadre-là, les co-rédacteurs dont je suis de la norme ont souhaité ou accepté que l'éco-conception à visée régénérative intègre cette norme. Donc c'est la première fois qu'une vraie norme, si je puis dire, hein, parce que l'AFNOR Spec c'est un référentiel à côté du monde normatif et qui est inspirant, source d'inspiration. C'est la première fois qu'une vraie norme va intégrer les régénératifs et dire que évidemment ça peut être une visée dans une démarche d'éco-conception. Donc ça va avoir plusieurs conséquences pour les concepteurs de produits, évidemment. Comment développer une offre éco-conçue dans un modèle d'affaires à impact positif, puisque ça, c'est vraiment le vrai sujet qui est devant nous. Pour les entreprises, asseoir la robustesse des allégations. J'ai entendu aussi dans une table ronde il y a 15 minutes que le regen devenait un peu du... Ça pouvait faire penser ou passer pour l'instant pour du regen washing. Donc, on peut se dire que le regen est un sujet hyper intéressant, méconnu, et que donc ça en fait un sujet de communication et de marketing. Évidemment, ça pose question. Donc, l'idée, c'est d'avoir des preuves, notamment sur les services écosystémiques. Et l'intérêt pour les filières, c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur avec des outils méthodologiques communs pour valoriser les bonnes pratiques et également identifier ce nouveau modèle d'affaires qui est à construire avec les parties prenantes. Ce n'est pas simplement une entreprise qui offre un produit, c'est effectivement une chaîne de valeur qui s'engage dans le sujet. Quand on regarde le lien qu'on peut faire avec la CSRD, on va bien retrouver cette notion, certes, d'impact négatif. Et là, on a toutes les questions que l'on se pose habituellement dans l'éco-conception. Quelle marge d'erreur par rapport au réel? Quelle unité fonctionnelle? Quel système de référence? Tout ça, c'est présent dans la nouvelle norme française. On a les impacts positifs, notamment les services écosystémiques. On a évidemment les opportunités. J'ai parlé de modèles d'affaires, donc quelle rémunération effectivement pour les services écosystémiques qui sont maintenus par les opérateurs. Et les risques. Alors, quelle analyse de risque? C'est la question des substances, la question de la réputation. Il y a une demi-heure, j'ai fait un petit post sur LinkedIn que vous verrez en disant est-ce que le regen, c'est la nouvelle mention vague et trompeuse, dans le sens où un pull ne peut pas être regen en soi, c'est évidemment la fibre qui nous intéresse et c'est la certification qui va être intéressante. Je passe donc les questions des teintures et autres éléments. Quand on fait un lien entre ce qu'il y a aujourd'hui dans l'AFNOR Spec et nos sujets mode, on va trouver une gradation, elle est présente hein, dans ce texte sur le régénératif, entre exploiter, mesurer, réduire et régénérer. Hein. C'est vraiment intrinsèquement dans ce document de l'AFNOR Spec. Clairement, l'exploitation, c'est très facile, vous avez aucun effort à faire. Hein. Donc là, c'est le modèle, j'allais dire, peut-être traditionnel ou clairement parfois encore en vigueur aujourd'hui. Très étonnant, hein, pas de données, pas de traçabilité, pas de vision de conception, pas de produit de référence, pas d'impact perçu. Donc effectivement, c'est un modèle où il n'y a absolument aucune prise en compte de quoi que ce soit. Le modèle où la France est aujourd'hui, on est sur la mesure, clairement. La France a lancé plusieurs programmes, dont la loi AGEC, dont l'affichage environnemental, dont la loi d'ailleurs sur la mode ultra express, où là clairement ce qui est visé, c'est la mesure, voire la, la mode ultra express, la réduction. On voit effectivement qu'il y a des notions d'externaliser ou de réinternaliser plutôt les impacts externes, en tout cas perçus comme tels, de certains modèles d'affaires. Et le quatrième dispositif, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, la régénération. Comment peut-on avoir des données holistiques, hein, ce n'est même pas des données spécifiques, hein, c'est vraiment des données holistiques, intégrer toutes les parties prenantes, intégrer les écosystèmes et au sein de notre approche, évidemment, le vivant, travailler sur les produits et même dépasser le côté produit, travailler sur les projets, identifier les impacts évités et positifs nets, et donc avoir une éco-socio-conception qui intègre la biodiversité, qui peut intégrer aussi des scores internes-externes. Donc quelques éléments d'exemple qui ont été travaillés
notamment dans ce groupe de travail à la Climate House, c'était évidemment de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir un éco-score global, ça nous faciliterait la vie. Mais une fois qu'on pose cette question-là, on a besoin de données précises. Sinon, il n'y a pas d'éco-score global sans données précises. Donc, on a absolument besoin de savoir tout sur le produit avant de pouvoir dire que cette allégation est possible ou de même le noter. Et on voit d'ailleurs que le gouvernement a choisi non pas ce scoring ABCDE, mais plutôt un coût environnemental qui est basé en partie sur les données du produit. Quand je regarde ce qu'on pourrait envisager pour un pull en laine, c'est clairement ce type d'allégations sur lesquelles il faudrait tendre, c'est-à-dire le pull ne peut pas être régénératif en lui-même, donc le textile ne peut pas être régénératif en lui-même non plus. C'est évidemment des sous-critères qui doivent être vérifiés. Alors, c'est mieux quand c'est par tierce partie, parce qu'effectivement, on a besoin d'éléments scientifiques. Et c'est justement ce que fait le régénératif, c'est que lui, il part de la base, du sol, et justement, il vise à avoir ce type d'éléments. Donc on a vraiment besoin d'avoir des éléments précis et que l'allégation, c'est comme à l'époque le bio, hein, c'est la même idée, hein, on n'avait pas de pull bio, on avait des pulls avec du coton issu de l'agriculture biologique en fait. Donc c'est la même idée en termes d'allégation. Voilà, alors est-ce qu'il faut le réintégrer dans une démarche d'éco-conception? Oui, 10 fois oui, parce que si on ne fait que du regen sans tenir compte de l'éco-conception, je pense qu'on a un petit problème aussi. Je prends un exemple que vous avez peut-être tous vécu, un t-shirt qui fait royalement un lavage, un problème de torsion, voilà, de conception de la fibre, de très mauvaise qualité, donc ça je crois qu'on l'a tous vécu. Évidemment, si on pousse dans les systèmes normatifs la question de la comparaison, et c'est là-dessus qu'on a eu notamment la Commission européenne qui a agi avec le PEF, qui a donné des seuils de nombre de portées, hein, c'est ce qu'on a vu aussi dans la méthode de l'ADEME. Clairement, bah, il nous faut 47 t-shirts Redgen pour faire un t-shirt traditionnel. Dans cet exemple très très particulier, hein, voilà. Donc effectivement, ne pas confondre le Redgen et le produit partage et ne pas associer forcément la marque, le modèle d'affaires et le produit. C'est quand même des notions différentes. Voilà, donc quand on regarde aussi ce que dit Harvard en termes d'approche consommateur, le regen peut marcher si c'est en résonance avec également le fameux couple plaisir-prix qui est un peu l'alpha et l'oméga du consommateur. Mais on a beaucoup de mal, de plus en plus de mal. Vous voyez que les consommateurs gris n'adhèrent pas à nos démarches, hein, d'ingénieurs Bac+5 environnementaux, on a beaucoup de mal à parler de façon rationnelle dans un secteur qui ne l'est pas tellement. Et surtout, cette notion d'impact environnemental, elle passe plus tellement la barrière en fait, elle est un peu en perdition. Donc il faut un peu, elle aussi, la régénérer, si je puis dire. Donc retrouver un récit et retrouver effectivement des éléments de communication intéressants. À nouveau, on ne peut pas dépasser les notions de plaisir et de prix pour le consommateur. Il va falloir effectivement être sur ces notions-là aussi avec ces thématiques de développement durable. Et on voit d'ailleurs que dans l'alimentation, c'est le commerce équitable Made in France, notamment, qui représente aujourd'hui la moitié des ventes, ce qui n'était absolument pas le cas, par exemple, il y a 10 ans. Voilà, alors le rapport d'éco-conception, c'est la première overview présentée aujourd'hui, donc il va tenir compte de quoi? Évidemment, de la stratégie d'entreprise, du système étudié, du dimensionnement du produit, mais aussi de l'unité fonctionnelle, des aspects environnementaux significatifs qui ne sont pas tous issus de l'analyse de cycle de vie. Donc il y a l'idée d'ouvrir plus globalement également l'approche, d'outils et de méthodes, lignes directrices et indicateurs, méthodes de recherche d'axes d'amélioration, notamment par la créativité, l'innovation et la R&D, la validation des objectifs et les fameux modes de preuve dont on peut difficilement faire l'impasse dans nos démarches. Voilà. C'était la petite introduction. Je passe la parole à Olivier qui va nous présenter évidemment depuis le sol les proches concrètes de la régénération. J'avais pas mis mon micro, ça va mieux comme ça. Vous C'est voyez bien mieux. l'écran ou pas? Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a une question, je répondrai après. Bon. C'est à toi, Olivier. Donc l'écran est bien visible, hein?
Ah, pour l'instant, non. Je Ah, bah, vois l'écran, mais je vois pas ton écran avec ta présentation. c'est vous partager. Non, je recommence. Ah, je crois que c'est pas mal. C'est bon? C'est bon, merci. Voilà. Bon, merci, merci Philippe et les lauriers de la régénération de me donner m'avoir invité à parler de ces sujets-là. Alors, voilà, je suis Olivier Segard, je suis dirigeant de Segard Mazurel et je suis aussi vice-président de la Fédération lainière internationale, IWTO, International Wool Textile Organization. Donc, Segard Mazurel, nous sommes basés dans 5 pays, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, France, Belgique. On est environ 80, on traite 30 000 tonnes de laine. On a plus de 175 ans d'existence. Et notre raison d'être, c'est d'être le lien entre les éleveurs de moutons, les industriels textiles et les marques, dans le respect des hommes, de l'environnement et des animaux. Donc la laine, vous savez à peu près tout ce que c'est, hein. C'est en gros le mouton transforme de l'herbe et de l'eau en viande, en lait, en laine et en suintine qui donne la lanoline. La laine, la laine est aussi la fibre la plus réutilisée et recyclée dans le monde, largement devant le polyester. Je crois que c'est environ 6% de la laine qui est recyclée, c'est 2% pour le polyester fibre. La laine fait partie du cycle naturel de carbone. La laine est naturelle, renouvelable, biodégradable. Bon, ça, je pense que beaucoup de gens le savent déjà. Nos engagements chez Segar Mazurel, euh, donc et tout ça dans le cadre de notre façon de fonctionner, dans le sens où c'est l'intégration, on cherche à collaborer, innovation, pour trouver des opportunités, transparence, interaction et communication authentique, ajout de valeur dans nos expériences et intégrité dans les mots, les actes et les faits. Et là, on travaille sur deux aspects aujourd'hui, deux aspects d'engagement spécifiques. L'un sur la laine de France, où nous vendons du fil en laine de France, issu d'élevage français, traçable, dans lesquels on passe du temps à sensibiliser les éleveurs à l'amélioration du chantier de tonte dans le but d'améliorer la qualité de la laine, moins de contamination de fibres extérieures, meilleure propreté, meilleure longueur, meilleure finesse. Et puis nos labels d'Afrique du Sud, Abeloussi Wool et Abeloussi Plus. Abeloussi qui veut dire berger en Xhosa, une des langues sud-africaines. Donc Abeloussi Wool, on s'occupe des aspects sociaux, environnementaux, bien-être des animaux. On garantit ces aspects-là par des audits à la ferme et traçabilité jusqu'au filateur. Et Abeloussi Plus intègre les notions d'agriculture régénératrice. Donc voilà, l'un est une production durable, Abeloussi, et Abeloussi Plus, c'est production régénératrice qui a un impact positif sur l'environnement, les animaux et les hommes. Donc voilà, et on contribue par la contribution à l'amélioration des sols. Les principes de l'agriculture régénératrice, d'une façon générale, pas spécifiquement à l'élevage, mais donc c'est de minimiser le travail sur le sol, diversifier les cultures, garder le sol couvert, ça on le verra aussi pour l'élevage, garder des racines vivantes toute l'année, intégration des animaux, responsabilité sociale, tout ça pour obtenir des sols plus vivants, de meilleure qualité, une biodiversité et des sols plus robustes, résilients. Alors, je vais vous parler principalement de l'agriculture, de l'élevage selon les principes de l'agriculture régénératrice en milieu semi-aride et de Alan Savory, sur lequel donc, sur les principes duquel on se base. Donc Alan Savory, qui est à l'initiative du Savory Institute et de Land to Market, lui était en Rhodésie, né en Rhodésie, Rhodésie du Nord, la Zambie actuelle, et il a eu pour mission de lutter contre la désertification. Et là, il s'est dit, bah voilà, il y a trop d'éléphants, ils bouffent tout, et du coup, ça participe à la désertification. Donc, ils ont éliminé 40 000 éléphants. Et puis finalement, l'observation a montré que le système s'est aggravé
Et du coup, Alan Savory revoit sa copie, observe, s'inspire des travaux du français André Voisin sur la productivité de l'herbe et développe sa méthode de gestion holistique des sols par le pâturage. Et l'idée, en fait, c'est d'imiter le comportement des animaux avant la présence de l'homme. Avant la présence de l'homme, les animaux enfin, les animaux herbivores en Afrique australe vivent en troupeaux resserrés pour se protéger des prédateurs. Et du coup, il y a une forte concentration d'animaux sur un petit territoire. Ils écrasent tout ce qui est sur leurs pieds, les feuilles mortes, les branches mortes, les herbes mortes. Ils ajoutent un apport de micro-organismes par les urines et les excréments. Tout ça permet la biodégradation de ces feuilles mortes qui, dans un milieu aride ou semi-aride, ne se dégradent pas. Et en plus de ça, par leurs sabots, ils cassent la croûte du sol, ce qui permet une meilleure infiltration des eaux en cas de pluie. Le milieu semi-aride, c'est pas seulement une question de, enfin la définition, c'est pas seulement une question de pluviométrie annuelle, c'est une question de fréquence aussi de pluviométrie et d'état du sol. Et donc, l'homme arrive dans ces régions-là, chasse les prédateurs, et du coup, les troupeaux d'herbivores s'éparpillent. Ils sont plus concentrés, ils s'éparpillent, et là, il n'y a plus ces aspects de casser la croûte de terre dure, il n'y a plus cet apport de micro-organismes concentrés, on n'écrase plus les herbes mortes et des choses comme ça. Et en plus de ça, les animaux mangent les petites herbes qui poussent, qui sont toutes bonnes, toutes fraîches, et dès qu'elles repoussent, elles sont remangées, et à force, elles s'appauvrissent. Et donc, l'idée de l'agriculture régénératrice, le grand principe, c'est d'imiter le comportement des troupeaux avant la présence de l'homme. Et du coup, on organise, si vous voyez là, cette espèce d'étoile, de roue de chariot, ils appellent. On découpe les champs en plus petits champs avec un point d'eau au milieu. Et puis, on fait bouger les animaux tout autour d'un champ à l'autre. On les concentre très fortement et on les laisse pour une durée assez courte, un jour, 2 jours, 8 jours max. Et pendant ce temps-là, voilà, on imite un peu le phénomène qu'il y avait avant l'arrivée de l'homme et quand les prédateurs étaient présents. Et donc, on recasse la croûte terrestre, on apporte l'urine, les excréments, et on broie les matières végétales qui ne se décomposent pas parce qu'il fait trop sec. Donc voilà les principes. Et tout ça, bien sûr, et l'idée aussi, c'est de couvrir le sol, un des grands principes de l'agriculture génératrice. On couvre le sol aussi avec les excréments et après par la poussée des plantes. Je vais vous montrer un petit exemple un exemple concret de l'amélioration des sols et de l'impact positif. Ça se passe près de Graaff-Reinet en Afrique du Sud. C'est la Herding Academy qui a changé de nom maintenant dont j'ai oublié le nouveau nom, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez quatre enclos de 40 mètres sur 40 à peu près. Dans ce premier enclos, là, dans lequel on est là, vous voyez que le sol est à certains endroits est nu et desséché. Et dans cet enclos-là, il n'y a eu aucun animal depuis 3 ans. Enfin, aucun animal qui passe à travers les grillages. Dans les enclos suivants, on a couvert le sol de branchage. Dans le deuxième enclos, on a couvert le sol de branchage, donc sol plus couvert, moins d'évaporation et autres. Dans le troisième enclos, vous voyez ici deuxième enclos, troisième enclos, quatrième enclos sur les trois images. Dans le troisième enclos, on a mis des animaux pendant une nuit dans l'année, une seule nuit dans l'année. Et on voit que le sol est beaucoup plus couvert. Et quatrième enclos, on a mis les animaux pendant 3 nuits dans l'année. Et là, on voit le sol est encore plus couvert et avec des plantes beaucoup plus hautes. Donc là, vous avez un petit exemple. Alors, c'est qu'un petit exemple, c'est pas représentatif, mais c'est un exemple assez concret et parlant de l'apport des animaux sur la santé des sols sur un petit territoire comme ça, en comparant ce qui est comparable, parce que ces champs-là sont ces quatre enclos sont les uns à côté des autres, donc subissent le même climat, la même pluviométrie, la même température. Donc voilà, le surpâturage, c'est
pas une question de concentration. C'est pas une question de concentration d'animaux, mais c'est une question de durée et de fréquence auxquelles les plantes sont exposées et réexposées à l'animal. Donc là, on fait une très forte concentration pendant une durée assez courte et une fréquence basse, une fois par an, voire une fois et demie par an. Et donc, notre programme Abéloussi Plus, donc Abéloussi qui veut dire berger en cosal, je vous rappelle, l'idée est de faire la promotion de ces principes-là auprès des éleveurs sud-africains. Donc, c'est un programme coopératif entre les éleveurs, entre les équipes de Segar Mazurel Afrique du Sud qui sont formées pour ça, euh, et aussi avec les industriels et les marques derrière qui nous font confiance. Donc, une filière à impact positif, un protocole EOV, donc de Savory Land to Market, Ecological Outcome Verification de l'Institut Savory pour mesurer, pour observer et mesurer, prise de mesure d'indicateurs de santé des sols annuels. Des équipes de Segar Mesurel formées pour le terrain, j'en ai parlé. Euh, et donc c'est un programme aussi, donc c'est un programme qui est en collaboration avec les acteurs de la filière. C'est pas nous tout seuls, c'est nous, les éleveurs et les marques qui s'engagent sur le temps long, engagement mutuel, de façon à financer, à aider les éleveurs à financer leur transition et après à bénéficier de ces produits issus de l'agriculture génératrice. Et donc, par ces achats de laine, par l'accompagnement, par l'engagement à long terme, on finance la transition et on finance l'amélioration des sols. Donc voilà, donc vous avez Abéloussi plus tous ces aspects-là régénératifs donnent Abéloussi plus, santé des sols, biodiversité, eau, santé des troupeaux et amélioration socio-économique, sociale, économique des communautés locales. Et Merci. puis, Très clair. contribution au but de développement durable ODD. des Nations Unies. Ok, super. Bah, au moins, ils sont référencés, identifiés. Voilà, je parlais un petit peu vite, mais je suis à votre disposition, ou nous sommes à votre disposition. Après, si besoin, vous avez nos coordonnées sur la dernière slide. Ok, c'est N'hésitez super. pas à nous contacter. Merci beaucoup. On prendra les questions à la toute fin. Je vais essayer quand même de garder 10 minutes pour les questions, mais je vois qu'il est déjà 15h30, donc on va passer justement peut-être à un client, donc Hervé Coulombelle de Royal Maire. Peut-être, hein, j'ouvre une hypothèse, hein, c'est peut-être pas la bonne. Du coup, d'où vient la laine des fameux pulls de Royal Maire? Voilà, question qu'on se pose Alors, la quelques laine des jours. poules de Royal Maire provient de filateurs italiens avec lesquels nous collaborons, puisqu'il n'y a plus beaucoup de filatures en France, malheureusement. Effectivement, on a l'occasion d'utiliser les laines de Ségard Mazurel quelquefois. Donc nous, la démarche, en fait, ne vient pas directement du sol, Mhm, mais positionne la marque en tant qu'exemple de l'anti-fast fashion. mhm, Euh, Moi, j'ai repris avec mon frère cette entreprise il y a 9 ans. Elle était en liquidation judiciaire et bénéficiait d'un savoir-faire extrêmement pointu en matière de tricotage, puisque 3 générations de techniciens m'avaient précédé, donc depuis 1946. Et si on n'avait pas repris l'entreprise, ben, tout ça disparaissait une fois de plus. Euh, donc l'idée, c'était à l'époque, on a repris 45 personnes sur 55. Et tous les gens qu'on a repris étaient des gens de la production, donc les gens qui bénéficiaient de ce savoir-faire, qui avaient été formés et qui avaient la connaissance pour fabriquer des produits qui duraient très longtemps, puisque la qualité a toujours été le leitmotiv de la marque, qualité, 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 à tel point que régulièrement sur les salons, je croise des gens qui me disent: Ah, mais j'ai un pull Royal Maire que ma grand-mère m'a donné, il n'a pas bougé. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, outre le fait qu'on fabrique en France, donc à proximité, et que donc l'impact carbone est limité, on utilise au long du processus de fabrication un certain nombre de procédés, d'étapes
qui constituent du temps masqué, hein, du temps caché, et qui font qu'à la fin, on va avoir un produit qui va durer 10, 20, 30 ans. Donc ça passe par le contrôle à la réception des matières premières, du reparaffinage au moment avant le tricotage. Ça passe par le fait de laisser reposer les panneaux pendant 3, 4, 5 jours avant de les travailler, le temps que la maille reprenne sa forme. Ça passe par du lavage avant confection, qui fait que s'il doit y avoir un retrait au niveau de la matière, ça va se passer avant la fabrication du vêtement. Ça passe par des contrôles ensuite pendant tout le processus de confection, puisqu'on a réorganisé également l'atelier qui produisait avant en ligne. Aujourd'hui, est organisé selon des méthodes de lean management en contrôle, enfin, selon des groupes semi-autonomes qui contrôlent eux-mêmes la qualité, et suivi à la fin de tout ça de repassage et contrôle final à nouveau, pas contrôle aléatoire, mais chaque produit est contrôlé un à un avant d'être expédié. Ce qui nous conduit à un taux de retour moyen mesuré de 0,2% pour une production annuelle d'environ 60 000 pièces. Voilà. Et donc notre idée, c'était de faire la promotion, évidemment, de ces articles-là qui sont euh, pour lesquels on comprend pourquoi ça coûte un certain prix une fois qu'on a vu tout ce qu'il y avait derrière, et de s'inscrire complètement à l'opposé de ce à quoi on assiste actuellement avec l'Ultra Fast Fashion, puisque nous, c'est 2 collections par an, et dans les 2 collections, c'est 35 à 40% de modèles qui sont de permanents, qui sont reconduits et qu'on retrouve d'une saison à l'autre. Et donc, on a décidé de pousser le curseur un petit peu plus loin encore l'an dernier en lançant le pull marin traditionnel qui s'appelle Adrien chez nous, qui est donc made in France à 100%, 100% laine naturelle et garantie à vie. Donc, autant dire que je m'attendais à ce que les notes avec le système Ecobalise soient exceptionnelles, mais malheureusement, on a pu constater qu'il y avait encore des petites choses à améliorer dans ce dispositif. Donc voilà, donc nous, en fait, l'idée, c'est de contribuer à la fabrication et à la consommation d'un point de vue éthique, dans une approche complètement globale qui intègre à la fois le lieu de fabrication, le type de matière utilisée et la protection du vivant et des gens, puisque l'idée, c'est effectivement de développer l'emploi local. Donc ça s'inscrit dans une démarche qui, me semble-t-il, s'apparente d'assez près à l'économie régénérative, même si on ne parle pas directement des sols. En tout cas, on a décidé donc il y a quelques mois de pousser encore le curseur et, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, à partir de l'année prochaine, de ne plus travailler que des matières naturelles ou upcyclées ou recyclées, donc en éliminant progressivement toutes les matières synthétiques, plastiques de nos collections. Voilà le parcours et on constate que, bon, même si c'est encore malheureusement pas suffisant et très minoritaire, on a un public qui est de plus en plus concerné, sensible à ces arguments et voilà, qui considère l'achat d'un pull comme un investissement sur le long terme, auquel on peut rattacher également, puisqu'on parlait de plaisir, plaisir d'achat en introduction, c'est un produit qui peut se transmettre, donc il y a peut s'inscrire dans la tradition, ou qu'on peut revendre, ou qu'on peut donner. Voilà. On est totalement dans le durable. Ok, parfait, merci. Alors, j'attends Guillaume qui devrait revenir avec nous pour l'intervention suivante sur une autre marque différente. Donc, j'espère qu'il va nous rejoindre. Josiane, je sais pas. Ah bah voilà, Guillaume est avec nous, c'est formidable. Pardon, Pas de désolé. souci. Alors, cette fameuse marque engagée, alors l'engagement est peut-être dans le message. Cette fois-ci, on va quitter la question de la fibre. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton concept et Oui, l'approche du vêtement? Alors, le vêtement, c'est un sujet d'image, évidemment, pour tout le monde, mais c'est aussi un sujet peut-être de message. exactement. Du coup, j'ai pas mes slides avec moi. Je sais pas si tu les as, Philippe. Sinon, c'est pas grave. Je Non, vais envoyer les gens mais sur le site internet et je vais le faire à l'oral. ok, bah voilà, très bien.
Super. Du coup, effectivement, donc moi, je suis tout récent dans l'industrie textile. Je me suis lancé il y a tout juste un an, avec l'objectif, effectivement, d'essayer de créer une marque de vêtements, d'utiliser le vêtement en fait comme levier pédagogique sur l'urgence environnementale et d'essayer d'être le plus engagé possible. Et donc, ça s'appelle 3.5. Donc, si jamais vous voulez aller voir sur Internet en même temps. Voilà. Voilà, 3.5. je partage ton site. Nickel, merci beaucoup. Et donc, l'idée, moi, pourquoi est-ce que je me suis lancé? C'était à la fois parce que il y a deux grands sujets qui m'ont incité à agir et à me lancer dans l'industrie textile. C'est que, numéro un, force est de constater qu'en 2025, malheureusement, on n'est toujours pas au niveau d'un point de vue de nos engagements environnementaux. Les accords de Paris, on continue à foncer un petit peu droit dans le mur. Et la deuxième, c'est qu'on a produit beaucoup, beaucoup de vêtements et malheureusement, tout le monde ne fait pas comme vous des vêtements très qualitatifs ou avec des matières nobles. Euh, et on a du coup, il me semble qu'on a produit suffisamment de vêtements pour habiller l'humanité entière pendant des décennies encore, mais ça, j'imagine que vous êtes déjà au courant. Et du coup, l'idée voilà, est venue de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'une pierre deux coups, donc d'utiliser que des vêtements existants et puis de les transformer avec des messages du coup qui vont planter des graines vers les gens qui regardent les vêtements, parce que le vêtement a ce côté un petit peu icebreaker, et donc d'en faire des designs euh, pédagogiques. Donc moi je suis quand même spécialisé sur des vêtements plutôt lifestyle et des vêtements à message. Ça va pas être des vêtements techniques ou des vêtements, justement avec des matières qu'on va aller chercher, spécialement pour des besoins. La vision en fait de 3.5, c'est d'essayer de continuellement à, notre humble échelle, redéfinir les standards de ce qu'est, être une marque, engagée. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on met derrière l'engagement? Donc il y a à la fois, comme je l'ai dit, les designs qui sont pensés pour sensibiliser et il y a aussi à chaque fois sur les designs un QR code qui renvoie vers du contenu pédagogique. Donc on peut voir là 2 collaborations, qu'on a fait, une sur un design sur les limites planétaires et un design qu'on vient de sortir aujourd'hui tout juste avec, Marie-Lou Mauricio du projet Born in PPM. Mhm. Et donc l'idée, c'est que si jamais, les personnes qui connaissent déjà, c'est la force aussi du vêtement, communautaire, c'est que les personnes qui reconnaissent le design, on se sent, tout de suite fédéré et les personnes qui ne connaissent pas et elles vont pouvoir aussi, s'éduquer sur le sujet grâce au QR code. Derrière l'engagement, donc on disait aussi, il y a une partie du vêtement revalorisé et je reviendrai un petit peu plus tard. Il y a aussi une partie, on fait des écussons interchangeables, par boutonnière, dans l'optique de pouvoir un petit peu essayer de sortir du vêtement à design unique, et de pouvoir un petit peu, changer ses messages, au gré. Alors ça va être, c'est un postulat, par exemple moi je sais pas vous, j'imagine qu'on est souvent pareil, mais les vêtements un peu événementiels par exemple, j'ai, 5-6 t-shirts dans mon armoire de vêtements à design unique avec un logo qui change à chaque fois et il y a un côté aussi quand on veut le vêtement, quand on peut acheter du vêtement pour soutenir des causes, par exemple Sea Shepherd, mais au bout d'un moment, on va peut-être acheter un vêtement, deux vêtements pour soutenir une asso ou quelque chose, mais après, on n'a pas besoin de 10 000 vêtements. Et donc là, grâce au côté interchangeable aussi, on peut éventuellement changer à chaque fois et refaire des acteurs sans avoir aussi besoin d'accumuler dans son armoire. Et enfin, dernière définition chez nous de l'engagement, il y a une donation de 5 € par achat qui part pour des acteurs engagés pour un monde plus juste et plus durable. Donc, soit dans le cadre de collaboration avec Marie-Lou Mauricio, par exemple, la donation elle va directement pour le projet Branding PPM. Soit quand on fait des designs nous-mêmes, on donne l'argent à des militants via une plateforme qui s'appelle Hero Circle, qui est en quelque sorte un Tipeee ou un Patreon des militants. Et pourquoi est-ce qu'on donne plutôt à des acteurs terrain? C'est inspiré d'ailleurs de Patagonia, de Yvan Chouinard de Patagonia, qui disait que c'était plus efficient de donner à des acteurs locaux et à petite échelle plutôt qu'à des grosses ONG. Et enfin, du coup, on essaye de faire tout ça aussi avec un engagement social et local. Donc, tous les vêtements sont sourcés et, et customisés dans des centres de tri Le Relais,
en région parisienne. Voilà pour la présentation au tout début. Et donc après, je voulais faire un petit peu un focus spécialement sur différentes thématiques, notamment du coup donc comment est-ce qu'on essaye de repenser un petit peu le vêtement pour contrer l'obsolescence émotionnelle. Le postulat, bah, il est assez simple, c'est qu'on porte en moyenne uniquement 30% de notre garde-robe. Et donc, c'est la réponse justement un petit peu 3.5, c'est justement ces écussons interchangeables dans l'optique d'à la fois pouvoir, à l'avenir, ils sont tous compatibles aux mêmes dimensions. Et donc comme ça, on s'assure à la fois qu'à l'avenir, on va pouvoir garder la même vêtement mais changer nos écussons, ou bien aussi pour ne pas pousser à la surconsommation, on laisse l'option d'acheter l'écusson à l'unité. Et du coup, si jamais les gens peut-être n'ont pas besoin d'un autre pull dans leur armoire, et ben, ils vont pouvoir acheter que l'écusson et le customiser sur un vêtement qu'ils ont déjà. Et donc voilà, c'est réduire un petit peu le volume et consommer moins, mais mieux, typiquement. En termes de mesures d'impact aussi, il y a un gros volet forcément, préserver au mieux les ressources de la planète. Et donc, notamment, les deux chiffres KPI qu'on mesure, ça va être les économies d'eau et les économies de CO2. Le problème, pareil, c'est que je pense qu'ici, on a une audience où c'est pas le cas, mais pour malheureusement la majorité des metteurs sur marché de fast fashion, voire d'ultra fast fashion, 80% de l'impact carbone d'un vêtement provient des phases de confection et de fabrication. Et du coup, dans une optique du coup d'éviter de produire aussi, on essaye d'être le plus circulaire possible. J'en reparlerai à la fin aussi un peu sur les limites. Alors à la Mais fin, donc, non, parce que je vois que l'heure passe. ah, pardon. Donc il va Euh, falloir conclure. Si tu veux Désolé, bien. je suis arrivé en retard. Ah ben voilà, donc du coup, uniquement des vêtements revalorisés. Et il y avait aussi une slide sur du coup l'impact social, mais grâce au sourcing et au centre, l'atelier Le Relais, on soutient une vingtaine d'emplois locaux en réinsertion. Et donc les limites, donc je disais, effectivement, on n'est pas 100% circulaire encore. On essaye de s'en rapprocher, mais notamment côté bouton. On n'y est pas encore. Et il y a des sujets aussi sur le packaging. On est encore sur des packaging à usage unique, recyclés et recyclables, mais on n'a pas encore fait le move vers des packaging réutilisables. Et puis tout ça, c'est encore une méthodologie à parfaire et à améliorer. Et donc il va falloir qu'on s'entoure d'experts, notamment côté ACV, pour aussi avoir une meilleure maîtrise de ces chiffres et auditer un petit peu tout ça. Pardon Merci. pour le retard, Pas de désolé. souci. Quel bel enchaînement avec Delphine qui arrive à la fin pour savoir comment on mesure les impacts. Alors certes, on a bien compris qu'il y a des impacts négatifs dans la laine, mais on a quand même vu qu'il y avait énormément d'impacts positifs. Et moi, je pars du postulat que les impacts positifs de la laine sont supérieurs aux impacts négatifs de la laine. Voilà. Du coup, merci Olivier. Ah bah merci Hervé. J'ai deux supporters aujourd'hui. Du coup, j'aime beaucoup aussi ce que fait Guillaume parce qu'il y a aussi l'idée du message. Et c'est vrai que le message, c'est important, mais si on n'en reste que sur le chiffre, parfois on donne un mauvais message. Alors Delphine, est-ce qu'on peut attendre des bons messages positifs du côté des ACV? Ok, mais aujourd'hui, je ne me suis pas restreinte aux ACV pour Ah bah pouvoir passer les messages qu'il fallait. ok, ça marche. Je suis plus partie sur C'est voilà, déjà une réponse. C'est déjà une du réponse à la question. qualitatif que du quantitatif, ce qui donne une réponse tout à fait. Exactement. Alors, du coup, plus largement, je vous propose de parler du textile qui régénère la terre, les travailleurs et les clients. Du coup, à la belle empreinte, merci Guillaume pour la transition. On accompagne des marques et des fabricants à travers de l'accompagnement et un outil pour venir mesurer, améliorer et communiquer leur empreinte environnementale et sociale, notamment, mais pas seulement, par la CV. Et du coup, notre mission, elle résonne beaucoup avec le thème d'aujourd'hui, puisque notre mission est de guider vers des objets qui laissent une joyeuse empreinte sur la terre, les emplois et les clients. Et donc, voilà, faire du bien, laisser une joyeuse empreinte à la terre, aux emplois et aux clients, si on utilise des mots un peu plus appropriés dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, ça veut dire en gros guider vers des objets qui régénèrent la terre, les emplois et les clients.
Donc, le thème d'aujourd'hui est pile dans notre mission. Donc, je propose de parcourir ces 3 thématiques de façon plutôt rapide pour avoir une vision d'ensemble. Donc, d'abord de parler du textile qui régénère la terre avec un zoom sur la laine pour faire la transition avec le thème du jour, du textile qui régénère les emplois et du textile qui régénère les clients. Alors, pour régénérer la terre, pour revenir par des choses qui ont déjà été présentées notamment par Olivier, donc on peut avoir du coup des élevages qui vont conduire à la production de la laine, qui vont permettre d'avoir une préservation des paysages versus des possibilités d'enfrichement dans certains contextes, plus français par exemple. D'avoir du coup comme ça de la réduction du risque d'incendie, d'avoir une meilleure filtration des eaux grâce au couvert, de générer aussi du bien-être animal, de générer des usages possibles à travers du coup ces paysages qui sont plus dégagés pour la randonnée ou le ski, etc., etc. Donc on a de nombreux systèmes écosystémiques, de nouveaux services à l'écosystème qui sont rendus potentiellement par ces élevages. Aujourd'hui, dans la vision traditionnelle d'ACV, on va se dire ce mouton, il consomme des surfaces, des ressources alimentaires, etc. Et il émet donc différentes substances. Et du coup, on va s'intéresser au ratio de combien de laine je produis versus ce qui est consommé et ce qui est émis. Et du coup, quand on fait ça dans cette vision traditionnelle de l'ACV, on ne va pas prendre en compte vraiment très bien à date les services écosystémiques. Donc, on va répartir, par exemple, des consommations d'eau, pour faire simple, entre les différents produits, donc la laine, la viande, la lanoline, le cuir, les engrais éventuellement, par des systèmes d'allocation. Mais cette allocation, elle va se restreindre du coup aux services qui sont produits, qui ont une valeur marchande. En revanche, ces services qui n'ont pas de valeur marchande ne vont pas forcément rentrer dans l'équation, ni au niveau des émissions ou des consommations, ni au niveau du coût des allocations. Donc, ils sont un peu en dehors du viseur de l'ACV du coup conséquentiel traditionnel. Donc, on va avoir une ACV qui se focus par définition, qui se concentre sur les services rendus, qui ne vont pas forcément inclure ces services rendus écosystémiques, et l'éco-conception qui va regarder une optimisation d'un rapport service rendu versus impact, qui, à nouveau, en fait, ne va pas forcément regarder tous les services rendus, mais vraiment les services rendus qui sont évalués dans le cadre de l'ACV qu'on fait. Donc, en gros, quand on va comparer 2 solutions entre un pantalon en polyester et un pantalon en chanvre et laine, par exemple, on va avoir du coup probablement plus d'émissions dans certains cas à droite, mais ces émissions, en réalité, elles correspondent pas seulement au service de procurer un pantalon, mais aussi à d'autres services plus écosystémiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris en compte dans la façon de faire les calculs à date. Et donc, c'est bien qu'on ait des défis pour la communauté scientifique pour les années à venir, pour continuer à plancher et à inventer des meilleures solutions. En attendant que ce soit prêt, c'est bien d'avoir ça en tête pour ne pas prendre forcément des décisions absurdes qui nous conduiraient un peu trop vite avec des raisonnements un peu simplistes vers des matières synthétiques qui rendent moins de services. Hop. Alors, du coup, cette réalité, elle se retrouve dans beaucoup d'autres dimensions du textile. Par exemple, le lin qui va être cultivé tous les 6 ou 7 rotations va contribuer à régénérer la terre pour du coup, les cultures suivantes. Chez Veja, on retrouve un système assez similaire à ce qui était mentionné par Olivier dans le cadre de Abéloussi régénératif. Donc, il y a la reconnaissance donc pour le caoutchouc, que les personnes qui vont en fait s'occuper du coup de récupérer le caoutchouc et s'occuper de la forêt, en fait, on reconnaît qu'ils produisent non seulement du caoutchouc, mais qu'ils produisent en fait des services sociaux et environnementaux. Et Veja paye du coup un prix 4 fois supérieur au prix du marché pour reconnaître qu'ils ne payent pas seulement un produit, mais aussi un service rendu à la nature. Voilà, donc quelque chose qui peut être reconnu dans certains systèmes d'un point de vue économique, c'est déjà hyper intéressant.
On va passer à la deuxième partie, qui sera beaucoup plus rapide, qui est, on a du textile qui peut régénérer les personnes par les emplois. Donc évidemment, chaque pièce textile, c'est un nombre incroyable de savoir-faire et de personnes qui contribuent à créer l'objet. Et donc, on va pouvoir générer du travail et donc de la fierté, des rencontres, du travail d'équipe derrière chaque produit, à condition voilà, qu'on bascule bien dans un travail qui va générer une valeur nette positive parce que les conditions seront concrètes, seront positives. Et donc, nous, à la Belle Empreinte, on fait l'assez classique, mais on s'amuse aussi à créer des indicateurs qui vont, par exemple, mesurer du coup le niveau d'emploi et la qualité des emplois qui sont générés derrière chaque produit. Donc, on a par exemple un widget qui va donner le temps de travail généré sur toutes les étapes de production en automatisé depuis la fibre jusqu'à la fin de la confection. Vous pouvez retrouver par exemple sur le site de Mi-Juin, comme on voit. Il y a aussi toute la dimension du travail en équipe qui doit être présente très fortement chez Hervé. Voilà, on avait discuté avec Saint-James de ce sujet, mais chez Hervé, je pense que c'est exactement la même histoire. Ces emplois, c'est aussi dans le textile, c'est aussi beaucoup de travail d'équipe pour obtenir de la qualité, pour transmettre des savoir-faire, etc. Et, ces emplois régénératifs, ils sont aussi potentiellement créés chez les marques, parce que le fait que les entreprises s'engagent vont permettre de générer du bien-être chez des employés avec un alignement entre leurs convictions et leur travail et d'éviter les dissonances cognitives. On a 80% des salariés qui préfèrent à Offrigal une entreprise engagée, mais on a beaucoup d'autres statistiques sur ce sujet. Et enfin, dernière partie, les objets peuvent aussi régénérer les clients. Parce que chaque objet, c'est autant d'occasions de créer des liens avec l'amont de la chaîne. Donc, l'objet est l'intermédiaire entre la nature et nous. Peut être un intermédiaire qui nous relie à la nature, qui nous relie à l'univers d'un designer, qui nous relie à l'univers d'une marque, à sa créativité, qui nous relie à des fabricants, à des savoir-faire. Voilà. Et donc, ça nous fait du bien et ça nous régénère au sens de la joie et du bien-être et de la paix, d'être reconnecté à ces univers à travers l'objet, et en particulier le textile a une place privilégiée. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir différencier une valeur ajoutée des matières naturelles où le process de fabrication et de transformation est très visible. Voilà. Et donc, ça va être l'occasion de découvrir des savoir-faire et de créer une dynamique aussi potentiellement de gratitude en ayant la conscience que des personnes ont travaillé pour que nos objets existent et pris du temps pour nous. Du coup, je termine. On avait un designer qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là, alors plutôt à travers la céramique, qui est un peu comme la laine, crée un pont entre ces univers pastoraux et nous. La céramique, c'est pareil, ça crée un pont entre la terre et nous. Donc, il a beaucoup réfléchi sur ces sujets et même à la possibilité, on observe des bénéfices intéressants dans les hôpitaux psychiatriques quand on utilise plutôt de la céramique que des matières trop transformées sur les patients. Et l'objet devient une façon d'établir une relation physique avec le cosmos, que je cite le designer. Et Hannah Arendt a aussi pas mal réfléchi à ces questions-là. Il y a des très beaux textes sur les objets, où elle distingue les objets de consommation des objets durables, et que les objets durables peuvent en fait créer aussi quelque chose de reposant et une certaine familiarité, à l'opposé de la fast fashion, une familiarité de l'homme avec son environnement grâce à ces durées plus longues et puis potentiellement la beauté. Et donc, pour revenir sur un terrain plus concret, la durabilité émotionnelle qui a été incluse dans l'affichage environnemental parle beaucoup des impacts négatifs évités sur ces questions d'apport aux clients. Il resterait sûrement des champs, la chaire Kering notamment, je crois, travaille dessus. On a fait des contributions aussi pour creuser la valeur positive qui est générée pour les clients d'un point de vue durabilité émotionnelle. Merci beaucoup, Delphine. Bravo. Bravo d'ailleurs à tous les intervenants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je vois que l'heure avance. Je ne sais pas si on est coupé à 16 heures ou si on a 5 minutes de rab. Ça, c'est aux organisateurs de me dire ce qui se passe à 16 heures. En tout cas, est-ce qu'il y avait des questions du coup alors, j'en avais une toute première sur
Les scoring, question de Cécile, comment les spécificités et les évolutions des écosystèmes locaux sont-elles intégrées dans une méthode de scoring universelle? Oh bah une question pour Delphine, tiens. Bah, ça avance, c'est-à-dire que du coup, comme je disais, aujourd'hui à date, la CV traditionnelle, elle le prend mal en cause, elle le prend mal en compte. Après, on a un peu deux options, je pense d'un point de vue théorique, mais je laisserai Philippe, en tant que spécialiste de la CV, compléter. Mais soit on considère que c'est une allocation entre différents systèmes et enfin, on revoit un peu ce que c'est que le service rendu, soit on classe des catégories d'impact positifs et négatifs qu'on arrive à transformer, donc comme ce qui a été débuté d'être fait dans l'affichage environnemental. On pourrait avoir des catégories de services écosystémiques. Voilà, on vient entre guillemets manier dans une unité unique le service, enfin, le dommage négatif et le service positif. Donc moi, c'est les deux façons de voir les choses qui me semblent possibles. Je pense que la deuxième, elle est plus simple à mettre en œuvre. Mais la première, elle serait aussi cohérente avec la philosophie de la CV, même si elle est plus complexe à mettre en œuvre. Mm. Ben, moi, je pense qu'il faut repartir, comme l'a très bien fait Olivier, du sol, hein, des pratiques, et arriver à ce que ces pratiques-là puissent être tracées jusqu'au pull. Voilà, c'est ça la difficulté, notamment dans la mode, hein, parce qu'il y a souvent des fibres en mélange, donc on perd un peu l'information que l'on avait. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un colloque du coton européen. Alors, on peut se dire c'est génial d'avoir du coton en Europe. Bah oui, c'est formidable. Mais sauf que c'est acheté au niveau mondial, donc on a du coton européen qui est remélangé au coton mondialisé, si je puis dire. Donc c'est la vraie difficulté d'avoir une traçabilité complète et une chaîne de valeur qui intègre justement ces notions, alors qu'on on peut mettre au niveau local, hein. Alors je ne sais pas quel est le terme local de Cécile, jusqu'où ça va quand elle dit local, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, je pense que les supports seront disponibles pour les participants. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, on continue le travail. Vous l'aurez compris qu'au début, on n'est qu'au début de la révolution du régénératif, de la prise en compte des impacts positifs, puisque tout ça, c'est ancestral, mais finalement, ça n'a jamais été mesuré et ce n'est pas remis dans les équations des personnes qui calculent les impacts ou qui font de l'affichage. Et ces mêmes personnes nous demandent désormais de documenter les impacts positifs et elles seraient prêtes à les intégrer dans les dispositifs même gouvernementaux. Charge à nous d'avoir des documents clairs et d'avoir des éléments factuels à remonter, notamment les questions de traçabilité pour les laines. C'est un sujet évidemment important. Et donc, c'est l'objet du livre blanc du groupe de travail, donc Climate House, qui continue. Il y a déjà eu 5 réunions, donc ça redémarre à la rentrée. Donc, moi, je vous invite vraiment à la Climate à venir suivre ces travaux-là. Et donc, publication d'un livre blanc dans quelques mois, voilà, où on va faire le point en français et de façon, j'espère, claire, mais grâce aux intervenants de ce jour, je pense qu'on a clarifié encore plus ces dimensions, on va pouvoir avoir des éléments concrets. Alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, un petit mot de la fin. Alors Guillaume, toi qui ne travailles pas pour l'instant sur la laine, est-ce que tu as été convaincu par la laine? Voilà. De ce que j'ai pu en voir, oui, même si j'ai dû sauter en plein milieu, mais oui, carrément. Enfin, j'explore, j'espère pouvoir aussi trouver des gisements de vêtements en laine prochainement pour Ah, l'hiver et faire des petites collections comme ça. ah oui, c'est génial. Alors Hervé, est-ce qu'il y a des systèmes d'upcycling qu'on pourrait renvoyer chez Guillaume pour faire une collab? Alors, on a déjà testé, on a travaillé avec la filature du parc, donc, qui nous a recyclé nos chutes de laine il y a 1 ou 2 ans pour refaire du fil. Donc, on peut tout à fait envisager de refaire des pulls avec de laine recyclée. Une écharpe, ça peut être pas Ah, mal comme objet. une écharpe, un bonnet, un pull, tout ce qu'on voudra. Il y a des marques qui ont commencé par faire des bonnets, je ne les citerai pas. Olivier, du coup, est-ce que sur les indicateurs, est-ce qu'on peut taguer maintenant les balles de laine avec du regen et des indicateurs qui pourraient nous permettre de challenger les impacts négatifs, génériques et moyens? Ouais, c'est une grosse question, ça, mais il y a pas mal de travail qui est fait à tous les niveaux et aussi par la Fédération lainière internationale à ce sujet-là. Il y a un travail qui est fait aussi sur le carbone biogénique. Oui, Sur tout ce qui est régénératif, effectivement, il y a un peu de travail à faire pour avoir une définition un peu plus commune.
Oui. même si c'est difficile, parce que voilà, moi, ce dont je parlais, c'est sur les milieux semi-arides. En France, c'est différent. Donc, Mm. c'est parfois compliqué de faire des indicateurs universels pour des milieux qui sont complètement différents au départ, hein, d'un point de vue climatique, sociaux. Voilà, donc j'ai pas tellement de réponses à donner à ce sujet-là. Alors, et dernière question, bah justement, est-ce que Delphine, dans l'affichage environnemental français, on a pour l'instant un niveau 1 de données moyennes, de base de données moyennes? Est-ce qu'on peut imaginer une base de données laine régénérative? Alors, je viens d'entendre, et je sais que c'est compliqué d'avoir pour le coup une donnée moyenne laine régénérative, mais on avait bien une donnée moyenne laine. Du coup, est-ce qu'on peut aboutir à avoir ce type d'information ou est-ce qu'on peut, en niveau 2, je sais que tu es la spécialiste du niveau 2, est-ce qu'on peut, en niveau 2, avoir des données spécifiques des entreprises qui ont des pratiques régénératives? Moi, je rebondirais sur ce qu'a dit Olivier, c'est que le régénératif, comme beaucoup de choses en développement durable, c'est l'adaptation à un contexte. Je Oui, pense qu'on pourra avoir des données sérieuses à partir du moment où on a de la traçabilité. Donc, ça veut dire définir des petits indicateurs à aller collecter sur les élevages et qui vont permettre de calculer et de justifier des bénéfices. Du coup, ça voudrait dire pour moi, en tout cas, d'avoir une bonne traçabilité et de monter des petits algorithmes qui, en fonction de pratiques terrain, puissent calculer les bénéfices attribuables à chacun. Donc, un, sûrement des choses à faire, mais à nouveau un peu de R&D à mettre en place, je pense. Et la traçabilité étant, ouais, et je pense étant un prérequis par rapport à d'autres pratiques vertueuses qui vont moins dépendre. Le biologique, c'est du coup plus standard, donc on peut dire, bah, j'ai pas de rejet de pesticides de Mm. synthèse dans mon écosystème. Ça dépend pas du terrain, quoi. Ok, il est 16h05, on va rendre l'antenne. Merci à tout le monde pour votre participation. Et demain, il y aura une petite surprise pour la filière laine. Je crois qu'il y a un sujet de laurier qui va arriver. Bon, à suivre. Donc, je vous dis en tout cas une belle journée, une belle, bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt pour la régénération de cette belle filière. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir.